Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour les favoris de l'automne 2024. Donc toujours dans la continuité des favoris de saison, je vais vous présenter donc quelques recommandations culturelles, donc soit de livres, de films, de séries, de jeux vidéo, donc voilà, comme dans les vidéos précédentes finalement. Déjà pour résumer mon automne culturel en tout cas. Il n'y a pas eu tant que ça de grandes découvertes, il y en a eu quelques-unes, mais à mon sens, si j'avais trouvé plus de temps, j'aurais pu découvrir davantage de choses, mais bon. C'est ainsi. Donc on va commencer sans plus tarder par les livres. Tout premier que j'ai lu donc fin septembre, début octobre, donc vraiment au tout début de l'automne, il s'agit de L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. J'aime beaucoup la couverture parce que, je trouve elle peut se lire dans les deux sens. D'un côté, on a hop les oiseaux comme ça et l'océan, mais si on le retourne, on a les oiseaux dans le bon sens et l'océan qui se reflète comme si c'était le ciel. J'aime beaucoup ce jeu au niveau déjà de la couverture. Donc, je vais vous lire du coup le petit résumé. On donnera comme ça ainsi une petite idée du bouquin que c'est. De retour de la maison où il a passé son enfance, le narrateur se retrouve submergé par le souvenir des événements étranges et tragiques qui ont marqué l'année de ses 7 ans. Un suicide dans une voiture volée, Letty Hemstock, cette petite voisine qui lui affirmait que l'étang au bout du chemin était un océan, les monstres qui rôdaient dans les ténèbres. Pourquoi les a-t-il enfouis dans sa mémoire? Qu'est-il réellement arrivé cette année-là? Pour résumer le livre, qui d'ailleurs est pas si long que ça, on suit donc le narrateur qui est un adulte, qui retourne donc dans son village d'enfance, et qui en fait, au fur et à mesure de ce trajet, se remémore son enfance qu'il a vécue dans ce village. À travers ses yeux d'enfant, on suit un peu toutes les péripéties qu'il a, et on pourrait penser que c'est un livre ancré dans le réel avec des événements vrais, mais en fait il y a quand même une partie de fantastique qui intervient dedans, et du coup je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire déjà Neil Gaiman, c'est l'auteur qui a aussi écrit Coraline, et je trouve que son écriture fantastique qu'il a mis dans Coraline se retrouve un peu justement dans L'Océan au bout du chemin. Le narrateur raconte ces événements, mais quand il y repense une fois adulte, il ne sait pas finalement si est-ce que enfant c'était son imagination, tous ces événements fantastiques, ou si c'était vrai, mais à ce moment-là, qui le croirait? Voilà, c'était une lecture assez étonnante pour le coup. Je m'attendais pas du tout à ce retournement fantastique. Après, quand je dis fantastique, c'est pas comme Harry Potter où il y a de la magie dans tous les sens, c'est assez subtil, et même cette magie qui est développée dans le bouquin est assez peu expliquée, donc on s'interroge quand même. C'est une magie qui garde assez son mystère. Et je trouve justement que c'est d'autant plus intéressant que tout ne soit pas développé, qu'il y ait toujours ce côté justement mystérieux qui y reste. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas du coup à lire L'Océan au bout du chemin. Voilà, il est pas très long et franchement, c'était plutôt étonnant, je m'y attendais pas du tout et j'ai beaucoup apprécié. Pour le second livre, qui sera d'ailleurs le dernier que je vais vous présenter, puisque finalement je n'ai pas beaucoup lu du coup de romans. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le livre des choses perdues de John Connolly, que d'ailleurs j'ai un peu galéré à trouver, je l'ai pas trouvé dans les librairies, ni à la Fnac, ni rien. Je l'ai juste trouvé d'occasion sur Vinted, donc une petite perle rare il faut croire, ou du moins il a très peu été édité, pourtant ça fait partie de la collection que j'ai lue, mais je l'ai jamais trouvé en magasin en tout cas. C'est un livre qui est quand même plutôt épais. La façon dont c'est écrit, ça se lit assez vite, voilà, il y a beaucoup, c'est plein de petits chapitres, donc on n'y passe pas trop de temps finalement. Pareil, c'est un livre que j'avais dans ma liste, je sais même pas d'ailleurs comment il s'est ajouté dans ma liste. Toujours est-il que je l'ai lu et que je l'ai adoré. Je vais vous lire le résumé, je vous dirai du coup après ce que j'en ai pensé. L'Europe est sur le point de basculer dans la guerre. David est trop petit pour comprendre la politique, mais il n'en ressent pas moins l'inquiétude de son père. Le garçon se retrouve livré à lui-même avec Rose qui a remplacé sa défunte mère. Mais un jour, la voix de cette dernière l'appelle, quelque part au fond du jardin, dans ce tronc creux qui, hier encore, n'était pas là. Et voilà David aspiré dans un autre monde, peuplé de créatures tout droit sorties de ses contes. Un lieu magique et violent où, au détour de chaque chemin, le danger le guette. C'est comme dans le résumé le dit, c'est un livre fantastique, un peu jeunesse finalement, destiné je pense
aux enfants, mais qui, dans la façon dont c'est écrit, c'est un peu violent quand même, hein. Y a certains chapitres où, voilà, ça y va au niveau de la description, c'est assez sanglant par moment. Après, on tombe pas non plus dans de l'horreur. Au niveau, voilà, du résumé, David, pendant cette guerre, perd sa mère de maladie et se retrouve du coup attristé, victime d'un profond chagrin, limite d'une dépression. Et en plus de ça, son père se remarie, donc il a une belle-mère, il va avoir un beau-frère, il emménage dans une nouvelle maison, et ça fait beaucoup de changements pour David qui du coup se réfugie dans la lecture, et qui un jour du coup entend la voix de sa mère biologique venir du fond du jardin et décide en pleine nuit du coup de la suivre et se retrouve du coup en suivant cette voie dans un pays complètement imaginaire, un pays peuplé donc comme le dit le résumé de créatures étranges qui se retrouvent à vouloir d'une part retrouver sa mère qu'il a appelée et de deux, retourner dans son pays d'origine. Et du coup, on suit toutes ces aventures où il rencontre voilà, différentes créatures, des chasseurs, des nains, tout en étant poursuivi aussi par des créatures beaucoup plus dangereuses, nommées les pires que loups. Et on a également un méchant, disons un personnage qui a ses motivations propres, qui essaye de manipuler David. Tout ça est intégré très subtilement, ce qui fait que dans les derniers chapitres, on a vraiment un retournement de situation auquel on ne s'attend pas du tout, qui je trouve fait très bien le travail. Enfin, c'est très bien raconté et vraiment, je n'ai pas perdu une miette de ce bouquin-là, je l'ai beaucoup apprécié. Pour vous donner une idée, au niveau de l'ambiance du livre, ça m'a beaucoup fait penser à la série La forêt de l'étrange, où pareil, c'est deux garçons qui sont perdus dans une forêt peuplée de créatures étranges et qui cherchent à rentrer chez eux. Et c'est à peu près le même univers, je trouve. Il y a quelques ressemblances, mais disons que voilà, au niveau du fond, du lore, il y a beaucoup de choses qui sont développées, auxquelles on se pose des questions. Et même, je trouve que c'est tellement bien écrit que je le vois très bien adapté en film ou en série. Enfin, moi, ça me dérangerait pas en tout cas que ce soit adapté, tellement c'était cool. Très grosse recommandation, très gros coup de cœur en tout cas. Si jamais vous avez eu l'occasion de le trouver, ce qui est assez rare, j'ai l'impression, voilà, n'hésitez pas, Le livre des choses perdues de John Connolly. Ensuite, à présent, pour les BD et mangas, finalement, comme d'habitude, j'ai l'impression, mais je n'ai pas eu l'occasion de lire de BD et de manga. Le pire, c'est que j'en ai en réserve, j'en ai quelques-uns, mais je trouve jamais le temps de les lire. Donc, ce ne sera pas pour cette fois-ci que je vous en présenterai, peut-être pour les favoris de l'hiver, mais dans tous les cas, on va passer du coup à la catégorie suivante qui est les films. Donc, j'en ai sélectionné 3. Voilà, 3 films que j'ai beaucoup appréciés cet automne. On va commencer par le tout premier, qui est finalement un film d'animation qui était dans ma liste, mais que j'ai jamais eu l'occasion de regarder, qui s'appelle Le Peuple Loup. C'est un film d'animation français, irlandais, et je crois qu'il y a un peu du Luxembourg dans tous les cas, qui a été réalisé donc par Tom Moore. Et ce film d'animation, voilà, tire du coup des inspirations de l'art celte. Pour vous résumer, dans ce film d'animation, on suit les aventures du coup d'une petite fille et de son père qui sont chasseurs dans l'Angleterre qui est en train de se fonder. Pendant que cette ville et son village s'agrandit, une meute de loups attaque les habitants pour un peu les empêcher d'agrandir leur territoire et d'abattre les arbres de la forêt. Donc du coup, c'est pendant une chasse avec son père que cette petite fille va rencontrer le personnage de Maeve, qui est une Wolfwalker. C'est un peu l'équivalent d'un loup-garou finalement, qui est fille le jour et qui peut se transformer en loup la nuit. Qu'elles vont en fait lier une amitié. Le personnage principal donc de Robin, qui est la chasseuse, va avoir un tout autre point de vue sur la situation dans laquelle elle est. Elle va avoir le point de vue des loups, avoir du coup une prise de conscience que ce qu'elle faisait et ce que son père et les habitants de la ville font n'est pas forcément la chose la plus judicieuse à faire. Qu'au niveau de l'animation, c'était vraiment incroyable. Enfin, j'aime beaucoup ce style 2D qui emprunte aussi tout un style graphique tiré d'une civilisation, qui sont du coup les Celtes. Et c'est aussi, si vous avez eu l'occasion de le voir, c'est très similaire au Secret de Kell, puisque c'est le même studio et le même réalisateur. Je trouvais que le scénario était peut-être un petit peu vu et revu, voilà, il y a le clan des gentils, le clan des méchants, à un moment il y a inversion et les deux comprennent un peu mieux les prises de position, du coup ils trouvent un consensus, enfin c'est un peu du vu et revu ça, c'est comme, on peut schématiser et voir avec d'autres films, c'est comme Avatar, voilà, il y a les humains, il y a les Na'vi, et hop, ils inversent et là ils comprennent un peu mieux, même s'il y a comme des méchants et des gentils. C'est un peu caricaturé ce que je dis, mais je l'ai un peu vu comme ça. Donc c'est pas au niveau du scénario que ça m'a intéressé le plus, c'était vraiment au niveau
de l'animation et surtout du chara design. Même quand on regarde le film, on voit encore dans l'animation certains traits de construction qui ont servi à animer les personnages finalement. Et du coup, le fait de voir ces petits détails qui d'ordinaire seraient pas intégrés dans le film, le fait de les voir, bah, on voit vraiment que ça a été fait à la main, qu'il y a un vrai travail qui a été fait au niveau des dessins et de l'animation. C'est des petits détails infimes, mais je trouve que ça avait tout son charme. Pareil, au niveau des musiques, les musiques étaient vraiment incroyables. Il y avait plein d'artistes qui ont participé aux musiques. Je pourrais pas tous vous les citer, mais il y en a une que j'ai beaucoup appréciée qui a été enregistrée et chantée par Aurora. Pour ceux qui ne connaissent pas Aurora, c'est une chanteuse norvégienne, si je dis pas de bêtises, mais qui est assez connue, qui a fait quand même des musiques que je suis sûr que vous avez déjà entendues et qui joue beaucoup de sa voix qui est assez particulière. C'est des musiques souvent inspirées voilà, par les mythes nordiques et celtes, qui justement étaient d'autant plus appropriées pour ce film d'animation. Donc voilà, les musiques incroyables, animation incroyable, scénario bon qui m'a pas plu plus que ça mais qui je pense devrait plaire à certains. Si je devais mettre une note à ce film sur 5 étoiles en tout cas bah ce serait un 5 étoiles puisque c'était génial. On peut passer du coup au film suivant que j'ai sélectionné qui là est dans un registre complètement différent puisqu'il s'agit de Crimson Peak qui a été réalisé par Guillermo del Toro, réalisateur espagnol qui a fait plein d'autres films comme La forme de l'eau ou encore Pinocchio. Enfin voilà, c'est un réalisateur assez connu que j'avais jamais regardé ce film là. Par le bouche à oreille, on m'a invité à le regarder donc je me suis dit bah pourquoi pas. C'est du coup un film qui est sorti donc en 2015 qui est qualifié du coup de horreur et romance mais j'ai pas trop senti le côté horreur pour ma part. J'ai plus vu du côté fantastique. Toujours est-il que au niveau du scénario, on suit donc, je me souviens plus des noms des personnages, je vais essayer de les retrouver. On a un personnage principal qui s'appelle Edith, il me semble dans le film, qui du coup est une jeune fille dont le père tient une compagnie de, je sais même plus de quelle compagnie il s'agit, si c'est ferroviaire ou compagnie qui fait des machines d'usine. Toujours est-il que du coup elle fait partie un peu de la classe bourgeoise et un jour un mystérieux homme du nom de Sir Thomas débarque dans sa vie. De fil en aiguille, une relation va se faire et on apprend en fait dans le film que Sir Thomas est venu pour trouver un moyen de relancer son exploitation en Angleterre en investissant dans de nouvelles machines d'extraction. Sir Thomas et Edith vont décider de se marier et de partir vivre ensemble. Il me semble que c'est en Angleterre du coup, dans la maison familiale de Sir Thomas. Et donc on y apprend aussi que Edith a perdu sa mère, qu'elle voit un peu des esprits, des fantômes qui lui disent de se méfier, de faire attention à elle, mais elle ne prête pas tant que ça attention, elle pense juste que c'est de la folie ou de la fatigue. Toujours est-il qu'elle suit donc ce Sir Thomas dans son manoir, qui d'ailleurs est dans un état lamentable. Faudra faire des rénovations, mais ils n'ont pas les moyens de les faire, c'est pour ça qu'ils essayent de relancer leur entreprise. Donc on y découvre aussi la sœur de Sir Thomas, qui se nomme Lady Lucille. Edith se retrouve un peu dans un milieu inconnu, voilà, elle est dans le manoir de son nouvel époux, mais finalement elle connaît très peu l'endroit, elle découvre la sœur enfin sa belle-sœur du coup maintenant, mais pareil qu'elle connaît très peu. Et en fait, il va se passer des événements étranges dans ce manoir, elle va commencer un peu à mener son enquête, elle voit des esprits, des choses qui se passent, et elle découvre en fait la sombre vérité qui se cache derrière tout ça. C'est à partir de là que le côté un peu horreur arrive, même si je trouve pas selon moi que c'est de l'horreur, mais enfin voilà, qui a des éléments qui peuvent rappeler l'horreur. Elle va chercher à s'enfuir, à faire tout son possible pour s'éloigner de ce lieu auquel elle n'aurait sûrement pas dû venir. Dans l'ensemble, c'était un scénario vraiment intéressant. Enfin, j'ai trouvé qu'au début, c'était peut-être un peu long à se mettre en place, voilà, de présenter les personnages, de montrer leur situation. Je trouve que le film a vraiment commencé à devenir intéressant à partir du moment où les personnages arrivent en Angleterre dans cette demeure. Mais c'est vrai que le début était assez lent. Sinon pour autant, les musiques étaient vraiment très cool. Pareil au niveau du casting, je connais très peu les noms d'acteurs, mais c'est l'actrice qui a joué dans le film Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton
et l'acteur qui joue Loki dans les Avengers. Enfin voilà, au niveau du casting en tout cas, c'est des figures assez connues. Au niveau de la filmographie, la façon dont c'était filmé, c'était vraiment des plans assez lents quand il le fallait. Et il y avait vraiment cette ambiance sombre qui était incorporée dans le film. En même temps, vu le film que ce n'est pas étonnant. On avait vraiment cette touche, ouais, dark fantasy, peut-être pas jusque-là, mais dark academia, c'est comme ça que s'appelle le terme, mais on a vraiment cette ambiance de château lugubre, décrépit, avec des éléments très victoriens, mais en même temps, quand on regarde bien, c'est assez poétique la façon dont les choses sont placées, sont amenées en fait. Si jamais vous avez l'occasion de regarder Crimson Peak, je vous y invite. C'était un film, du coup dans l'ambiance, collait bien avec l'automne. C'était aussi la période d'Halloween, donc je me suis dit pourquoi pas, regardons-le. Et il était très cool, donc 4 étoiles, c'était mérité. Et enfin, du coup, le dernier film que je vais vous présenter, il s'agit donc d'un film de Alfred Hitchcock. Donc c'est mine de rien, un très vieux film, hein, il date quand même de 1948. Ça s'appelle du coup La Corde. Pour ceux qui l'ont vu, c'est un grand classique finalement. Mais moi je l'avais jamais vu jusqu'à présent, on avait seulement parlé et je me suis dit regardons-le, surtout qu'il est pas non plus très long, il dure qu'1h20. Et donc dans ce film, on y suit donc 2 étudiants en criminologie, si je dis pas de bêtises, qui décident du coup de commettre le meurtre parfait. Donc ils assassinent en fait leur camarade en l'étranglant donc avec une corde, et en fait ils décident de cacher le corps, mais en même temps d'organiser une fête juste après, et à cette fête est invité donc plusieurs membres de leur famille, de leurs amis, et également leur prof de criminologie, et du coup un peu dans le sens de le mettre à l'épreuve, de voir que si le dîner réussit, que personne ne se doute de rien, c'est que le crime a été commis à la perfection, qu'il n'y a aucun soupçon qui a été laissé, mais que si du coup les choses se passent mal, c'est qu'ils ont mal fait leur coup. Et donc pendant tout le film, on sent cette tension de est-ce que les gens vont découvrir ou pas que le crime a été commis dans cette pièce sous leurs yeux, et que vraiment le corps est vraiment à 2 pas. C'est toujours à ça que quelqu'un découvre le corps, mais les choses sont amenées d'une façon dont on s'y attend pas. Surtout que la façon dont c'est filmé, c'est des plans séquences, donc c'est-à-dire que c'est des plans très longs, que la caméra elle est jamais coupée, c'est-à-dire que c'est filmé, et quand la caméra se déplace, le décor en fait se déplace de façon à ce qu'on a l'impression que la caméra en fait change pas, et il y a que 3 coupures dans le film, c'est-à-dire que 3 fois seulement il y aura un petit cut qui sera fait. Techniquement parlant, c'est déjà impressionnant. Quand on regarde la façon dont c'est fait, les décors et tout, on réalise le génie technique qui était employé quand même à l'époque, qui date quand même de 48, ce qui n'est pas rien. Et pour autant, c'est pas un film en noir et blanc, c'est un film en couleur qui est très intéressant, et justement moi je trouvais que la façon dont c'était amené, ça me faisait penser un peu à un Cluedo. Voilà, on a plusieurs personnages, un crime qui a été commis, et pour autant les gens se doutent de rien. Toujours est-il que pour un premier film d'Alfred Hitchcock, c'est le premier que je vois, j'ai trouvé vraiment incroyable. C'était vraiment bien amené, j'ai pas du tout décroché, et même le jeu d'acteur était vraiment incroyable. On avait l'impression, oui, que c'était naturel, qu'il y avait aucun texte qui était récité, que même les costumes, les décors, tout était fait à ce que ce soit presque réel en fait. Si jamais vous avez l'occasion, voilà, je vous invite à le regarder. C'est d'ailleurs gratuit, il me semble, enfin vous pouvez le trouver assez facilement, vu que c'est un vieux film, vous pouvez le trouver assez facilement sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas, La Corde de Alfred Hitchcock. Ensuite, pour les séries, j'en ai noté une, mais je sais pas trop si je la cite, vu que ce n'est pas la saison entière que j'ai regardé seulement la première partie qui est sortie. Il s'agit de la saison 3 de Beastars, qui est sortie sur Netflix il y a quelques jours, quelques temps déjà. Mais du coup, c'est que la première partie qui est sortie, pas la deuxième qui sortira plus tard. Donc j'ai vu une moitié de saison. Voilà, j'avais regardé les premières saisons il y a bien longtemps maintenant, j'avais lu le manga, j'avais vraiment accroché, c'est l'un de mes animés favoris même. Et du coup qu'ils annoncent une 3e saison, qui est d'ailleurs la saison finale, je me suis dit allez, c'est bon, on fonce, on la regarde. Pour ceux qui ne connaissent pas Beastars, c'est ce manga-ci, voilà, où on suit les aventures qui se passent d'ailleurs dans un monde, toute la société est représentée par des animaux, un peu comme dans Zootopie finalement de Walt Disney, si vous voyez, que dans ce manga, chaque personnage est représenté par un animal, une société anthropomorphique, voilà. La trame principale, c'est que ça se passe dans un lycée, mais qu'il y a un meurtre qui a été commis sur un herbivore, et que du coup, voilà, il y a de la méfiance entre carnivores et herbivores. Il y a vraiment des sujets de société, que ce soit au niveau de la discrimination,
séparation, de la ségrégation, qui sont vraiment développées aussi au niveau de la sexualité. Enfin, il y a des choses assez matures qui sont évoquées dans ce manga-là, ce qui fait du coup que je pense j'ai davantage accroché. Ça me parlait beaucoup. Enfin, c'est étonnant que des sujets aussi graves des fois soient abordés dans des mangas ou dans des animés. Toujours est-il que voilà, dans la première saison, on y suit toutes ces questions de meurtres et de crimes qui ont été commis. Et dans la saison 2, voilà, on a vraiment un arc où le personnage principal se développe davantage. Pour arriver du coup à une saison 3, celle que j'ai regardée donc, où le personnage principal, donc qui est Legoshi, le look aussi, décide donc de quitter l'école et d'un peu découvrir la vie par lui-même, la vie en tant que carnivore, mais donc en dehors du cadre de l'école qui est complètement différent de la vie active finalement. En même temps, on a un scénario de trafic de drogue qui se déploie chez les carnivores, que en même temps notre personnage principal essaye de trouver sa voie, mais en même temps il mène aussi son enquête sur ce trafic illégal qui rend du coup les carnivores pas fous, mais qui fait ressortir les pulsions des carnivores, donc ce qui est dangereux aux yeux de la société, vu que du coup davantage de meurtres sont commis sur les herbivores. On a ce jeu d'enquête qui est mêlé aussi avec la recherche spirituelle du personnage principal. Je pense que les images sont peut-être plus parlantes, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de regarder cette série, c'est un peu dur à résumer la saison 3 si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons. Voilà, j'aurais du mal du coup à vous résumer cette 3e saison sans parler davantage des 2 premières, ce qui serait beaucoup trop long finalement, on y passerait plus d'1 heure. Je vous invite à regarder cette série ou à lire le manga, et pareil au niveau de l'animation, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment assez fidèle au dessin du manga, d'ailleurs c'est assez troublant que ce soit aussi fidèle. Je suis un peu déçu d'ailleurs que ce soit la saison finale, donc j'espère que ça se terminera aussi bien que le manga, qu'il n'y aura pas de rature au niveau du scénario. C'est, je pense, l'un de mes mangas et animés favoris. Voilà, si jamais vraiment vous avez l'occasion, lisez-le, regardez-le. Ensuite, on peut passer à la partie jeux vidéo, et comme je l'avais annoncé dans les favoris du coup de l'été, j'ai terminé, continué et terminé du coup Professeur Layton et l'héritage des Aslantes, qui est un jeu sorti sur 3DS il y a plusieurs années de ça maintenant. Je me suis amusé donc pendant printemps, été, automne à rejouer à tous ces jeux de Professeur Layton, et celui-ci j'y avais joué mais il y a très très longtemps, je m'en souvenais plus du tout. Et donc le fait d'y rejouer, voilà, j'ai pris plaisir du coup de retrouver ces personnages que j'avais complètement oubliés finalement. Pour ceux qui ne connaissent pas Professeur Layton, c'est une franchise de jeux d'énigmes, où donc on y suit les aventures du Professeur Layton et de son apprenti Luke, qui sillonne le monde et qui, à chaque jeu en fait, résout un mystère. Donc en l'occurrence le mystère de celui-ci concerne les Aslantes, qui sont une civilisation perdue, et donc il cherche à percer les mystères et à découvrir les secrets de cette civilisation, pourquoi elle a disparu. Au fur de l'aventure, il rencontre Gaïa, donc, qui est une Aslante qui a survécu en fait à l'extinction de la civilisation, et qui va du coup retrouver sa mémoire pour leur expliquer en fait ce qui s'est passé. Et donc au fur et à mesure du jeu, on commence à assembler les pièces de ce puzzle pour mieux comprendre en fait ce qui s'est passé, les événements, et pourquoi en fait il ne devrait pas essayer de chercher l'héritage des Aslantes. Le scénario était vraiment intéressant, du coup je l'avais un peu zappé, mais d'y rejouer ça m'a rappelé des bons souvenirs. On a une partie qui est un peu longue, où on doit vraiment aller dans différentes régions, différents mondes dans le jeu pour récupérer les objets nécessaires pour avancer. Donc cette partie là est assez longue et fastidieuse, c'était pas ma préférée, mais une fois qu'on a tous ces éléments, justement le jeu va davantage progresser, où on a vraiment des révélations qui sont faites. En plus ce jeu là vraiment c'est un peu le jeu qui permet aussi de mettre plein d'éléments de la série dedans et de comprendre tout l'univers du Professeur Layton. Si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas, franchement il était cool. C'est pas mon préféré parmi les jeux des Professeurs Layton. Mon préféré ça restera je pense pour toujours l'étrange village, qui d'ailleurs est le tout premier qui est sorti. Il y a même d'ailleurs une chronologie pour savoir un peu quel jeu jouer et dans quel ordre pour comprendre le scénario général de Professeur Layton. Il y a également un film qui est sorti, que j'ai d'ailleurs en DVD, qui est vraiment topissime. C'est Professeur Layton et la Diva Éternelle, donc si jamais vous avez l'occasion aussi de le regarder, bah regardez-le, parce que l'animation est incroyable, les musiques aussi. Je trouvais par contre que les énigmes devenaient vraiment un peu trop simples, c'est ce que je peux reprocher au Professeur Layton plus récent, alors que les tout premiers Professeurs Layton, comme le Curieux Village, ont vraiment des énigmes qui sont assez dures, qui nécessitent davantage de réflexion, où c'est vraiment des problèmes des fois de maths pures ou de logique. C'est vrai que dans l'héritage des Aslantes, les énigmes étaient
un peu trop facile. C'est le seul point négatif que je pourrais retrouver à ce jeu, mais dans l'ensemble ça reste quand même un très bon jeu que je vous recommande. On peut passer aux musiques, et cet automne il y a une musique que j'ai découverte et que vraiment j'ai saigné, que j'ai adoré. C'est du groupe iMonster, qui est d'ailleurs un groupe que j'affectionne particulièrement, et il s'agit du titre Goodbye Sun. Mais cette musique, je la trouvais vraiment cool, déjà rien que par le titre Goodbye Sun, qui du coup m'a évoqué l'automne, voilà, où vraiment on a les nuits qui s'allongent et le soleil qui disparaît de plus en plus tôt. Et je trouvais qu'au niveau de la façon dont c'était joué, chanté, il y avait quelque chose qui m'a vraiment fait évoquer l'automne. Même au début de la musique, on a ce passage vraiment où c'est juste des sons un peu d'un marais. La musique qui apparaît très légèrement. Je trouve qu'il y a une certaine poésie, et pourtant c'est quand même une musique qui a du rythme, je trouve. C'est quelque chose qui se retrouve dans à peu près toutes les musiques de ce groupe. Si jamais j'ai l'occasion de trouver d'ailleurs un vinyle ou un CD de cet album, de ce groupe, il faut vraiment que je me le procure parce que j'adore ce groupe-là, iMonster. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'écouter cette musique, je vous l'invite parce que moi je l'ai beaucoup apprécié cet automne. Et enfin, j'ai une catégorie que j'appelle autre à chaque fois qui est notée sur ma petite liste, mais je mets jamais rien, mais pour autant je vais citer quelques trucs. Quelques semaines du coup je suis allé faire un petit voyage à Paris avec des amis. On a visité pas mal de trucs, donc je me dis ça peut être l'occasion de faire un peu la séquence blabla exposition. J'ai eu l'occasion d'aller du coup au musée d'Orsay voir principalement du coup l'expo permanente. Je sais qu'il y avait une expo temporaire sur l'artiste Caillebotte. C'est pas vraiment notre artiste favori, on avait d'autres œuvres qu'on comptait voir dans le musée. Donc on a vraiment fait le tour complet du musée. On est allé voir du coup la galerie des impressionnistes, où il y avait du coup Renoir, Van Gogh, enfin ces grands peintres là, et aussi de faire un tour dans les collections d'art nouveau et d'art déco du musée. Comme j'ai très peu l'occasion d'aller à Paris, j'ai été il me semble que 2 fois à Orsay, et du coup d'y retourner en dehors du cadre scolaire, ça m'a vraiment permis de prendre le temps de bien regarder les œuvres. Du coup j'ai beaucoup plus apprécié en fait cette visite. Voilà, j'étais un grand fan à regarder les œuvres. Le seul truc que j'aime pas trop dans les musées, c'est vraiment les gens qui sont là, qui prennent des photos mais qui partent. Genre ils arrivent, ils prennent en photo et ils partent. Ils regardent pas l'œuvre en fait. Du moins ils la regarderont que à travers leur téléphone, ils regarderont pas le vrai. Et je trouve ça vraiment dommage. Pour vraiment apprécier une œuvre, faut rester devant pendant longtemps et l'observer, car plus on reste devant une œuvre, plus on plonge en fait dans l'univers. Du coup je trouvais ça dommage de voir plein de gens qui juste prenaient des photos et partaient. Enfin, je sais pas trop l'intérêt. Si t'es au musée pour prendre des photos, surtout qu'il y a déjà plein de photos sur internet. Donc du coup moi les seules peintures que je prenais en photo, c'était celles que je trouvais intéressantes de par leur composition, et encore je les prenais en photo uniquement comme référence pour des futurs projets artistiques. Du coup j'ai très peu de photos des œuvres parce que je les ai du coup finalement toutes dans ma tête. Après Orsay, on a été visiter un peu Paris, voilà, faire un petit tour, et le lendemain donc avec mes amis on a décidé d'aller à cet endroit-ci, voilà, le château de Versailles, vu que c'était pas trop loin. Comme c'est gratuit pour les étudiants, on s'est dit allons-y hein. Donc on a fait tout le château. On n'a pas fait les jardins vu que déjà c'était automne-hiver, il fait pas terrible, les fontaines n'étaient pas allumées, il y avait pas de plantes, enfin voilà, c'était pas terrible je trouvais le jardin. Donc on a plutôt fait le château, qui mine de rien est assez grand, donc on avait pas mal de choses à visiter. Et pareil, la dernière fois que j'ai visité le château c'était dans un cadre scolaire, donc voilà, on a fait la chose assez vide avec des audio-guides. Et là on l'a vraiment fait par nous-mêmes, on a pris notre temps, donc on lisait les explications et on regardait les tableaux quoi. Je trouve ce mode de fonctionnement, enfin pour ma part, fonctionne mieux que de prendre des audio-guides ou faire une visite guidée. Même si ça nous apporte plus d'explications, mais je trouve ça plus intéressant de lire les informations qui sont mises à notre disposition et de faire sens par nous-mêmes. Après c'est Versailles, voilà, il y avait des dorures, il y avait plein de trucs extravagants partout. Limite trop de dorures, ça donne un peu mal à la tête. Voilà, on a fait comme les gros touristes, on est allé dans la galerie des glaces, les grands classiques de Versailles finalement. Et surtout comme on est étudiant, on profite finalement de tout ce qui est gratuit. Hein. Et enfin, dernier événement du coup de ce week-end, dimanche soir en rentrant, on s'est arrêté à Quimper du coup, vu qu'on avait un concert symphonique.
joué par l'orchestre, le Necolite Orchestra à Quimper au Parc des Expos, qui du coup interprétait les musiques des jeux vidéo The Legend of Zelda. Donc j'avais réussi à obtenir quelques places. On a assisté à ce concert. Étonnamment, j'ai beaucoup apprécié. Vu que j'avais pris les places, vu que ça m'arrive de jouer à Zelda, mais c'est pas non plus ma franchise préférée. Enfin, c'est pas mes jeux favoris, mais pour autant j'aime beaucoup Zelda et leur musique. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et c'était un très bon concert finalement, où du coup on voyait même que sur scène les musiciens prenaient beaucoup de plaisir. En tout cas c'était très cool, ils ont interprété du coup les grands classiques des plus grands jeux Zelda. Parce que s'ils avaient mis toutes les musiques de tous les jeux, un concert de 2 heures n'aurait pas suffi. La seule chose peut-être qu'on aurait pu reprocher, c'était que certaines musiques étaient jouées de façon un peu plus jazz que les originaux. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils incorporaient aussi les sons des jeux des fois. Par exemple, le son des fées ou les sons de quand on ouvre un trésor. Enfin voilà, les sons du jeu vidéo étaient incorporés aussi des fois dans les musiques. Voilà, ce sera tout du coup pour les favoris de l'automne 2024. Et puis bah on se retrouvera du coup très prochainement pour les favoris du coup de l'hiver 2025, dont la sélection est un peu en train de se faire. Voilà, j'ai déjà commencé, je sais pas si on le voit, mais là il y a la pile de bouquins que je suis en train de me réserver pour cet hiver. J'espère avoir l'occasion de vous présenter du coup plus de choses. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très prochainement pour la suite.